bien bonjour, merci beaucoup d'être là. Voilà, d'être si nombreux pour cette conférence. Donc voilà, je vais vous présenter ici, j'ai la chance de vous présenter l'éco-construction et les écomatériaux, si ça veut bien effectivement fonctionner. Et voilà, parfait. Donc ici, merci à vous. Ici, je vais vous donc présenter le cluster éco-construction, l'éco-construction de manière générale, les écomatériaux et les mettre en œuvre. Et puis un petit passage sur les enjeux de la construction à l'heure actuelle et montrer que l'éco-construction est une réponse aux enjeux de la construction. Et bien plus qu'une réponse, on va le voir. Et si vous êtes décidé après la conférence à utiliser plus de matériaux, d'écomatériaux et de construire avec des experts en écomatériaux, n'hésitez pas, nous sommes là et nous vous expliquerons avec qui et comment le faire. Voilà. Alors, le cluster éco-construction, en quelques chiffres. Donc, nous sommes soutenus par la région Wallonne depuis 21 ans. Il y a 300 membres. Et l'objectif ici, donc, c'est de promouvoir le secteur de l'éco-construction. Alors, vous voyez qu'il y a à peu près la moitié d'entrepreneurs. Vous avez aussi 50 architectes. Vous avez plusieurs producteurs d'écomatériaux, dont 17 producteurs wallons. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir que la région wallonne est assez novatrice en la matière. Maintenant, c'est plus si novateur que ça. Ça fait 21 ans que ça existe. Vous avez des industriels qui sont là, de qualité, qui maîtrisent leur outil et qui peuvent effectivement produire des écomatériaux tout près de chez vous. Alors, vous en avez donc 17 en Wallonie, 8 qui s'occupent de produire des matériaux d'isolation, en vrac et en souple, 4 de parachèvement et acoustique, par exemple des cloisons, des panneaux, etc. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, et 5 de finition. Alors, on a une autre cartographie qui est présente aussi sur notre stand du cluster éco-construction, où vous avez aussi tous les distributeurs. Donc, les producteurs d'écomatériaux sont là en masse en région wallonne, mais aussi vous avez pas mal de distributeurs qui permettent de vous les distribuer, de vous les vendre. Alors, le cluster éco-construction, c'est une ASBL qui est composée aussi d'une dizaine de personnes. Alors, vous avez autour de sa directrice Anne-Michel Janssen, vous avez aussi donc un soutien admin. Vous avez 2 pôles de chargés de mission. Vous avez de la formation, centré sur la formation ou l'expertise technique, et vous avez aussi un pôle de communication. Voilà. Donc, nous sommes dans un bâtiment, je vous ai montré au début, qui est un bâtiment fait en paille et bois. Je vous invite à venir le visiter, n'hésitez pas, il est accessible au public sans problème. Donc voilà, nous sommes en charge de sensibiliser, de former et d'accompagner les entreprises, mais tous les acteurs de l'éco-construction, de A jusqu'à Z, pour que leur projet en éco-construction puisse aboutir de manière sereine. Voilà le bâtiment où on a nos bureaux, donc ici. Pour nous, l'éco-construction, rapidement, c'est vraiment l'acte de bâtir qui à la fois minimise les impacts environnementaux, mais aussi et surtout assure le confort et la santé des occupants comme des travailleurs. C'est très important pour nous. Ça contribue au développement économique et social local. Alors ce qui est plus important et ce qui nous différencie aussi des autres, c'est que c'est vraiment de la conception jusqu'à la démolition. C'est ça en partie, une grande partie, donc l'éco-construction. Alors sa dynamique pour nous, c'est l'économie circulaire. Ça veut dire que à la fin de la construction, s'il y a possibilité de démonter dans sa fin de vie, de récupérer des matériaux pour les réinsérer dans le processus de fabrication d'un bâtiment, eh bien on le fait. On utilise évidemment la dynamique de l'économie circulaire. Et s'il n'y a plus de matériaux qui sont facilement réutilisables, s'il n'y en a pas assez, eh bien notre matière première, ce sont les écomatériaux. Alors on voit ici sur ce schéma que les écomatériaux, comme les matériaux de réemploi et l'économie circulaire, permet de vraiment diminuer les ressources, l'extraction des ressources du sol, et aussi de diminuer largement les déchets de la construction. On verra tout à l'heure que c'est un des impacts importants
et qu'il y a vraiment un enjeu actuel du secteur de la construction de réduire vraiment ces impacts. Alors on réinsère tous ces éléments-là dans la boucle. Et enfin, l'éco-conception. L'éco-conception, c'est quoi? L'éco-conception, c'est simplement essayer de réduire au maximum l'impact du secteur de la construction sur chaque élément de l'acte de bâtir, finalement. Donc ça veut dire que c'est très important, on va le voir tout à l'heure aussi, ça veut dire que c'est aussi réduire l'énergie de fabrication des matériaux. Et donc l'éco-conception, c'est aussi se dire, tiens, est-ce que mon bâtiment ne va pas pouvoir être aussi adaptable à l'évolution future des fonctions du bâtiment? Comment je fais pour essayer de mettre en place des stratégies passives pour réduire la surchauffe en été? Utiliser les principes de bioclimatisme, etc. Et tout ça, ça va réduire le flux de matière entrante, mais aussi faire des économies, notamment de climatisation, etc. Alors, passons aux écomatériaux. Les écomatériaux, on peut les classer de différentes façons. Vous avez, suivant l'origine, donc vous avez des matériaux biosourcés, mais aussi pour nous les écomatériaux, ce sont les géosourcés, les recyclés et les mixtes, et les réemployés. Donc biosourcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est issu de la biomasse végétale ou animale. Ça veut dire que, en fait, ce sont des coproduits de la sylviculture, de la gestion durable de la forêt, ou bien de l'agriculture, ou bien ici aussi de l'exploitation animale. Donc ce sont vraiment des coproduits, ça veut dire que ce sont des matériaux qui ne rentrent pas en concurrence avec l'agriculture ou la gestion de la forêt. Donc on voit que ce sont tous des produits qui permettent vraiment de récupérer des coproduits, presque des déchets, des éléments qui ne sont pas du tout utilisés ni valorisés, et on les valorise simplement en produits de la construction. Vous avez les géosourcés. Alors les géosourcés, c'est issu des ressources minérales peu transformées. Donc il faut savoir que par exemple la laine de roche, ça ne fait pas partie des écomatériaux qui sont géosourcés, puisque c'est fortement transformé à la base. Ici, on a par exemple des carrières d'argile qui permettent de construire des matériaux qui seront fort utiles notamment pour éviter la surchauffe en été et accumuler de la chaleur pour leur inertie. On parle d'enduit à l'argile, d'enduit de finition, de briques de terre crue. Puis vous avez aussi les carrières, où vous avez les carrières en ardoise naturelle ou bien les carrières de pierre. Ça, ce sont les géosourcés. Vous avez les recyclés. Alors, ils sont issus de matières revalorisées, donc des déchets. Là, vous connaissez certainement l'ouate de cellulose, donc des papiers journaux que l'on recycle et qu'on utilise pour l'isolation de votre maison, de vos bâtiments. Vous avez aussi les jeans qui sont retraités, on leur donne une seconde vie pour utiliser, pour les transformer en matelas d'isolation, etc. Et le dernier venu, vous avez aussi donc des panneaux, des déchets d'MDF qui sont redéfibrés et réutilisés comme l'ouate de cellulose insufflée dans les parois. Donc ça, c'est l'ENO, LEN2O, un nouveau venu sur le marché qui permet de produire ce type de matériaux qui utilise vraiment des matériaux de déchets. Donc, on leur donne une seconde vie. Puis vous avez les mixtes. Là, c'est issu de plusieurs ressources naturelles ou recyclées. Vous avez donc, par exemple, le bloc chaux-chanvre Isohemp. Vous avez la chaux et le chanvre qui sont mixés ensemble pour former des blocs. Et ces blocs non porteurs permettent aussi d'isoler votre bâtiment. Vous avez aussi donc le papier journal plus des anas de lin qui sont mis ensemble avec de l'eau et qui constituent des panneaux acoustiques spantaires, des très bons panneaux isolants phoniques. Voilà, ça ce sont les mix. Vous avez également les réemployés. Vous avez la nouvelle plateforme du réseau de réemploi Wallonie, Advitam Matériel, qui vous permet qui recense aussi tous les acteurs du réemploi en Wallonie. Donc vous pouvez aller aussi voir sur leur site internet. Donc ça, ce sont les écomatériaux selon l'origine, mais vous avez aussi les écomatériaux que l'on peut classer
Eh bien, suivant la fonction. Tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, chaque écomatériau peut se trouver à chaque couche de construction d'un bâtiment, d'une maison. Que ce soit au niveau de la structure, de l'isolant, du parachèvement ou de la finition. Si on regarde au niveau de la structure, eh bien, on a une structure en bois, en terre, en pierre ou en paille. La structure en terre a de plus en plus le vent en poupe, notamment ici on peut voir une crèche pour la présidence de la République française. Alors je vais vous montrer ici maintenant une petite vidéo qui vous permet de voir les différents systèmes constructifs en bois. C'est une vidéo qui a été réalisée par le cluster. Il y a une dizaine de vidéos qui montrent les différents écomatériaux. Je ne sais pas si vous entendez bien. Est-ce qu'on entend? Non. On peut pas. Ça ne fonctionne pas? Il y a une sortie de son là? Ok, donc il n'y a que le micro. Ça c'est pour vous montrer les systèmes constructifs mixtes. Je vais malheureusement devoir le commenter. Donc là vous avez le système constructif PyTech, qui est un système qui comprend directement donc préfabriqué, une paroi préfabriquée en ossature bois avec de la paille comprimée. Puis vous avez de l'enduit terre. Alors là c'est une construction, donc c'est un peu dommage de ne pas entendre le son, mais voilà, je vais peut-être un peu passer alors cette partie-là. Je vous inviterai à aller voir ces vidéos-là qui sont très très bien faites et très intéressantes sur notre chaîne YouTube. Alors là, c'est une école donc avec ces éléments préfabriqués qui a été faite à Binche en 2017. Ah, super, merci. En atelier est également utilisé pour la construction de maisons. Quelques jours suffisent sur chantier pour assembler les murs et la toiture. Compressée et emprisonnée dans l'argile, la paille ne brûle pas. Mais les autres avantages de cette combinaison sont la régulation d'humidité et l'inertie thermique. Dans des maisons de très basse énergie ou passive, il faut une maison étanche à l'air. C'est l'enduit ici qui va assurer l'étanchéité à l'air à la place d'un film plastique. Et en plus, il va amener l'inertie thermique. L'inertie thermique qui va fonctionner comme une pile, stocker du chaud en hiver et stocker du frais en été. La paille est également utilisée pour la construction de cette maison, mais sous une autre forme. La paille de chanvre mélangée à de la chaux se présente sous forme de blocs. Collés entre eux, ils composent les murs de l'habitation. Ces blocs de chanvre seuls ne sont pas porteurs. Alors pour renforcer la maçonnerie, du béton classique est versé dans le creux de certains blocs aux endroits stratégiques. Commencer par le coin là, ouais. Ici, et on va repartir dans ce sens-là. Ok, c'est parfait. C'est des blocs spéciaux et l'intérieur est creusé en U et comme ça on n'a plus que l'armature métallique à mettre dedans et à bétonner. Grâce à cette technique innovante, la périphérie et certains angles de la maison se trouvent renforcés. C'est un système avec des colonnes qui sont mises à chaque angle du bâtiment. Il y en a d'autres qui sont mises aussi aux ouvertures de baies. Donc c'est un ingénieur qui fait tout ce calcul-là. Et c'est grâce à ces colonnes-là que le bâtiment devient porteur. Ça ne change pas des habitudes d'un ouvrier ou d'un entrepreneur dans la construction. Il va justement trouver ça beaucoup plus simple à sa mise en œuvre et plus rapide. Construite avec ses blocs de chanvre et du béton classique en quantité minimale, cette maison aura nécessité 90% de béton en moins que pour une maison conventionnelle. Ces deux systèmes constructifs qui mêlent structure et isolant ont été mis au point par des entreprises situées en Wallonie. Voilà. Alors, donc vous avez le bois, terre, pierre et paille, les systèmes constructifs en bois. Puis vous avez les isolants. Donc on peut classer aussi les isolants suivant différentes formes, donc suivant leur conditionnement.
Là, vous avez des panneaux souples, en vrac, panneaux rigides ou en bloc. Alors, je vous invite à venir sur notre stand. Vous avez des brochures. Les brochures, c'est décidé Géco-Rénov avec des écomatériaux. Et donc là, vous avez en fait, on vous montre chaque endroit où vous devez mettre de l'isolant, à chaque paroi, quel type d'isolant vous pouvez mettre en conditionnement. Et donc, au niveau des écomatériaux, quels isolants vous sont disponibles. À la fin, vous avez aussi les épaisseurs pour pouvoir rénover, donc pour atteindre vraiment le niveau PEB ou bien le niveau d'accès au premium. Donc vous avez aussi la même chose, on a montré les différents systèmes constructifs en bois. Et vous les avez ici représentés sur la brochure. Et pareillement, pour chaque construction, chaque paroi, vous avez les isolants naturels qui peuvent être posés. Voilà, au niveau du conditionnement, au niveau des isolants, vous avez aussi les parachèvements et finitions. Alors parachèvement extérieur, donc les écomatériaux, c'est aussi disponible, c'est aussi accessible pour tout ce qui est parachèvement extérieur. Là, vous avez tous les panneaux pare-pluie en fibre de bois, vous les silites 4D, etc. pour des bâtiments, des panneaux ici en fibre de bois comprimée, assez dense. Vous avez aussi le bloc chaud-chanvre qui peut être placé comme parachèvement extérieur avant de placer l'enduit extérieur. Dans les parachèvements intérieurs, vous avez toutes des cloisons. Donc vous avez le Fermacell, l'acoustique, comme on a vu. Vous avez aussi tout ce qui est enduit à l'argile. Et là, c'est du chaud-chanvre qui peut être placé aussi en forme de branchage. Enfin, au niveau des finitions, vous connaissez aussi, vous avez tout ce qui est pierre naturelle, ardoise, bardage en bois, enduit à la chaux, peinture naturelle, etc. Et en termes de finition intérieure, tout ce qui est plancher, tout ce qui est lambris, peinture naturelle, carrelage, enduit, etc. Ça, ce sont donc tous les écomatériaux, suivant l'origine ou bien suivant la fonction. Je vais vous montrer ici quelques exemples. Donc vous avez 4 exemples. Il y en a des tonnes et des tonnes. Bonjour. Vous avez la construction d'une annexe d'une école à Binge, donc ça c'est ce que je vous ai montré avec le principe de structure bois paille-terre, donc de chez Pytech. Vous avez également ici la rénovation d'un bâtiment patrimonial. Donc les blocs chauds-chanvre sont très intéressants pour justement une régulation, une correction thermique à l'intérieur, mais aussi pour réguler l'humidité. Donc les matériaux naturels ont cette capacité à réguler l'humidité, ce qui veut dire qu'en réalité, naturellement, s'il y a un excédent d'humidité, elle peut être stockée par ce matériau et restituée quand il en manque. Donc ça, c'est une correction thermique très intéressante. On a dit une régulation de l'humidité. Vous avez également, au niveau acoustique, ça a des très très bonnes propriétés. Si résistance au feu, etc. Donc c'est souvent utilisé dans des rénovations pour ne pas causer des dommages aux murs, monomurs en général, puisque dans le patrimonial, dans les bâtis patrimoniaux, puisqu'en réalité cette capacité à réguler l'humidité et à gérer cette humidité, eh bien ça évite les défauts, les condensations à l'intérieur du mur. On se retrouve, voilà, ça permet de préserver le bâti le plus longtemps possible. Vous avez une construction, rénovation d'une école, ça peut aussi montrer qu'avec une structure Pytech ou avec des éléments qu'on assemble CLT en bois, on peut construire des bâtiments assez imposants. Donc là, vous avez, par exemple, une annexe d'une école de 4000 m² qui est installée à Laken. Et enfin, une rénovation d'un hôtel de ville où toutes les toitures ont été insufflées, isolées par de l'insufflation à l'ouate de cellulose, de chez Isoproc notamment. Donc voilà, vous montrez qu'il y a plein de solutions possibles avec les écomatériaux. Alors, dans les enjeux, il faut savoir, un bref petit rappel, il faut savoir que le bâti wallon, en réalité 2/3 de ces bâtiments en Wallonie, donc il y a 1,7 million de bâtiments en Wallonie, et bien, les 2/3 ne sont pas isolés à l'heure actuelle.
On constate qu'il y a à peu près 40% des bâtiments qui ne sont pas isolés en Wallonie, et ces 40%-là ont été construits avant 1945. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, il y a encore, donc c'est vraiment les briques, les pierres, les monomures de briques et de pierres, avec des joints poreux, des joints à la chaux, qui laissent passer la vapeur d'eau, justement. Et donc là, les matériaux naturels qui permettent cette régulation-là sont très, très intéressants et très, très efficaces. Donc voilà, je vais passer, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en réalité, le bâti est très très peu isolé à l'heure actuelle. On constate aussi que la construction en Wallonie est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, ce qui est énorme. Donc non seulement on a un bâti qui est très peu isolé, mais en plus on peut comprendre que voilà, on a un secteur qui est vraiment un grand polluant. Il émet énormément d'émissions de gaz à effet de serre, direct et indirect, ça veut dire que pour le chauffage, l'électricité, mais aussi la fabrication des matériaux. Alors, par rapport à ces constats-là, les politiques ont réagi. Ils se sont dit au niveau de l'Europe, on va faire quoi ? On va essayer de diminuer, donner des objectifs de diminution, des réductions, donc réduction des gaz à effet de serre et obtenir la neutralité carbone en 2050. Alors, les moyens pour y parvenir, ça a été d'augmenter la performance énergétique des bâtiments. Donc ça, c'est fixé. Le label A, vous avez tous vu ce label A, c'est se dire, voilà, je vais essayer de réduire, d'augmenter ma performance énergétique de mon bâtiment, essayer d'isoler plus et de changer mes chaudières, etc. pour obtenir en 2050 la neutralité carbone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, je vais essayer de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre par le chauffage, et ce qui restera, ça sera compensé par des énergies renouvelables. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Est-ce que ça fonctionne ? On peut revoir qu'en réalité, non, ça ne fonctionne pas. C'est trop lent. Si on regarde ici, les réductions des émissions de gaz à effet de serre, c'est ici les gros pointillés. Mais en réalité, on devrait vraiment réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Donc jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et est-ce qu'on est en train de rénover plus ? Ici, j'ai regardé au niveau de StatBel les statistiques qui montrent finalement les réductions. Bonjour. Finalement, les permis de bâtir pour la construction neuve ou pour la rénovation en Wallonie. On voit qu'en réalité, depuis la crise en Ukraine, la crise énergétique, c'est plutôt le contraire. Ça diminue. Donc il y a moins de rénovation officielle. Il faudrait en réalité, pour atteindre l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudrait isoler 120 bâtiments par jour, tous les jours d'ici 2050. Donc ça veut dire qu'il faudrait rénover 5 fois plus de bâtiments par jour qu'on ne le fait actuellement. Donc c'est énorme. Le défi, il est énorme. Et est-ce qu'on va le faire, avec ce type de matériau-là qui est à gauche ? Alors là, absolument pas. Est-ce qu'on atteindra les objectifs ? Si on le fait avec ce type de matériau, non, on n'atteindra pas l'objectif. Pourquoi ? Parce que le monde de la construction actuelle... excusez-moi, mais... voilà, pardon. C'était parti un petit temps, mais ça marche. Donc le monde de la construction actuelle, il est beaucoup plus dommageable que prévu. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que l'on extrait du sol, à peu près 80%, donc presque la totalité, est lié au secteur de la construction. Donc imaginez une construction conventionnelle, bloc de béton, polyuréthane, briques, toute l'argile qu'on va chauffer, pour faire les briques, tout le calcaire pour faire le ciment, les gravats, etc. Pour faire les blocs de béton, tout ça, ça représente 81% de ce qui est extrait du sol wallon. Et si on va de l'autre côté, la moitié des déchets en fait sont liés à la construction. Donc c'est énorme. Et si maintenant je vous demande de faire le petit focus ici,
c'est sur la fabrication des matériaux conventionnels, donc polyuréthane, etc. Pour l'instant, c'est un quart des émissions de l'ensemble du secteur de la construction, des émissions de gaz à effet de serre. Et plus on va rendre les bâtiments performants, plus ce pourcentage va augmenter. Ce qui veut dire qu'en réalité, on va atteindre 50%. Il y en a d'autres, les Français disent même 65-85% des émissions de gaz à effet de serre totales du bâtiment sur toute l'analyse, tout le cycle de vie du bâtiment, donc sur les 50, 60, 100 années de vie du bâtiment, en fait, 50% sont liés à la fabrication des matériaux conventionnels. Donc c'est énorme. Ici, vous voyez, sur à peine 35 ans de vie d'un bâtiment, on pense, avec les mesures qu'on a mis en place, réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on va réduire l'énergie qui sera consommée pour le chauffage et l'électricité, c'est très bien. Donc ça, c'est la droite bleue qu'on veut la plus basse possible parce que ce sont les énergies et les émissions de gaz à effet de serre cumulées sur toute l'année, sur tout le cycle de vie du bâtiment. Mais on se rend compte qu'après 35 ans, en fait, c'est pas ça, mais c'est le double. Et vraiment, les 50% de ce bilan total, c'est pour la fabrication des matériaux. Et le problème actuel, c'est que cette énergie-là, elle est consommée directement. Quand on choisit dès maintenant, vous voyez, elle est consommée là, dès maintenant, dès qu'on choisit son matériau. C'est pour ça que si on veut atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, c'est hyper important le choix des matériaux au départ. Si on choisit des matériaux conventionnels, en fait, on consomme déjà la moitié des émissions de gaz à effet de serre dès le début. C'est pour ça que les matériaux naturels qui consomment très peu de cette énergie-là, qui sont plutôt même, qui stockent du carbone parce que les matériaux issus de la biomasse végétale par photosynthèse captent du carbone, puis on les coupe, on va dire, et puis on les met dans les bâtiments, et bien là, ils stockent d'une certaine manière ce carbone qu'ils ont stocké dans leurs fibres pour pouvoir grandir. Ouais, c'est hyper important pour atteindre ces objectifs. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à s'en être rendu compte. Toute l'Europe s'en est rendu compte, évidemment. Ces études que je vous ai montrées, c'était 2020. Le Green Deal pour l'Europe a été acté en 2021. Donc vous avez tous entendu peut-être parler du pacte vert pour l'Europe. Eh bien, ils mettent en place une approche beaucoup plus globale qui intègre cette énergie de fabrication des matériaux. Ici, concrètement en Wallonie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, on va mettre aussi, intégrer cette notion totale d'analyse du cycle de vie du bâtiment via le logiciel Totem. Le logiciel Totem, il prend en compte vraiment l'ensemble, l'impact total de cette construction. Il sera obligatoire dès 2027 pour les bâtiments de plus de 1000 m² et pour tous les autres bâtiments dès 2030. Donc c'est demain, heureusement. Donc voilà, il faut vraiment intégrer ces notions d'écomatériaux dès le début. Alors je passe ceci, on est plus qu'une réponse l'éco-construction, puisque naturellement en fait on met en place l'économie circulaire qui est mise en avant par ce Green Deal, les écomatériaux, l'éco-conception et le stockage du carbone. Donc il y a ça, on répond directement aux objectifs, mais pas que. Aussi utiliser les écomatériaux et l'éco-construction, ça vous amène aussi une réponse par rapport à la santé à l'intérieur de vos bâtiments. Il faut savoir qu'un Européen sur 6 vit dans une habitation qui le rend malade. Les matériaux biosourcés, géosourcés, en fait, ils ont très peu d'impact nocif sur l'air ambiant. Et ça, c'est important de le souligner. Qualité d'air intérieur, régulation naturelle de l'humidité ambiante, confort en hiver comme en été, santé des travailleurs, etc. Toutes ces notions-là sont fondamentales et permettent, grâce aux écomatériaux, d'amener des intérieurs beaucoup plus sains qu'avec les matériaux conventionnels. Alors, plus qu'une réponse, maintenant on peut clairement l'annoncer, les écomatériaux sont rentables et ils sont tout à fait bon marché pour certains types de produits.
Stabilité des prix, c'est très important puisqu'on voit encore avec l'actualité que comme on fonctionne en circuit court, qu'il y a peu d'énergie pour la fabrication, qu'il y a une indépendance des fluctuations du marché des énergies fossiles au niveau géopolitique, comme on l'a pu le voir, eh bien ça fait en sorte que les prix des écomatériaux sont tout à fait stables. La préfabrication permet une maîtrise et une rapidité d'exécution, main-d'œuvre et savoir-faire local fait que les prix sont stables et seront stables à l'avenir. Alors ça, pour la rénovation du particulier, c'est un tableau qui date un petit peu, puisque vous savez qu'il y a une actualité depuis hier et avant-hier. Avant, vous gagniez à peu près, si vous utilisez de l'ouate de cellulose par exemple, qui est très bon marché pour le moment, donc c'est des prix Corénov, vous gagnez par rapport à de la laine minérale 8 700, presque 9 000 euros sur une isolation de toiture pour 100 mètres carrés. Donc c'est énorme. Vous gagnez entre 4 500 et 6 500 pour un revenu moyen. Ça, c'était pour un revenu bas. Maintenant, il faut savoir que c'est un petit peu changé. De 4 500, 6 500 pour un revenu moyen, vous allez gagner quand même encore par rapport aux matériaux conventionnels, la laine minérale. Vous gagnerez un peu moins, mais vous gagnerez toujours entre 1 800 et 3 600 euros pour ces 100 mètres carrés de toiture. Et pour l'ouate de cellulose, vous allez gagner entre 3 800 et 5 600 euros. Donc voilà, pour l'instant, donc la cellulose est moins chère, la laine d'herbe est exactement au même prix que la laine minérale. Donc il faut savoir que utiliser donc de la laine minérale à l'heure actuelle, alors que vous avez un produit qui est bien meilleur pour l'environnement et aussi plus sain pour vos intérieurs, eh bien, c'est un peu dommage puisque vous avez exactement le même prix posé et en plus avec les surprimes pour les biosourcés, vous allez gagner de l'argent. Donc c'est le même prix parce que c'est pratiquement la même épaisseur, que c'est exactement le même système de pose, que c'est pratiquement le même prix à l'achat. Tout ce qui est éco-conception, donc réfléchir, et là nos architectes sont vraiment drillés par rapport à ça, puisque ça fait partie de leur ADN, de vraiment réfléchir à comment rendre votre bâtiment le plus robuste possible, comment la rendre adaptable aux évolutions de la vie, essayer de minimiser les déchets, de mettre en place des stratégies passives anti-canicule, etc. Tout ça, démontabilité, tout ça, c'est intégré dans l'éco-conception. Nos architectes, membres chez nous, tiennent compte de ça et vous font gagner pas mal d'argent à terme. Il faut savoir aussi que comme on a un système stratégie passive anti-canicule et que les matériaux sains, naturels permettent une régulation naturelle de l'humidité, ça va vous faire des économies de climatiseurs, etc. Ils ont aussi un très bon déphasage, ce qui fait que en été, la chaleur vers 15h, vous m'entendez pas ? Ah pardon, la chaleur à 15h va pénétrer dans vos combles seulement à 3h30, 15h à 3h30 plus tard pour tout ce qui est matériaux pétrosourcés. Mais par contre, pour les matériaux naturels comme la fibre de bois, là ce sera à 3h du matin, donc en fait vous pourrez évacuer cette chaleur excédentaire facilement, de manière tout à fait naturelle en ouvrant les fenêtres ou en utilisant un système de ventilation mécanique. Voilà, vous dire que le secteur est prêt. Donc, il y a des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises. On l'a vu qu'il y avait quand même 17 producteurs d'éco-matériaux en Wallonie. Vous avez beaucoup de systèmes industriels qui fonctionnent et qui sont à plein régime. Vous en avez encore beaucoup plus. Ici, j'en ai mis qu'une petite dizaine. Le volume de production, en fait, il y a une étude qui est sortie. Et imaginez le nombre, la quantité qu'il faudrait de matériaux pour isoler les maisons unifamiliales si on essaye de respecter effectivement les accords et le label A d'isolation PEB pour 2050. Je vous ai dit tout à l'heure, il fallait isoler 120 bâtiments par jour, c'est énorme, ça fait une quantité énorme de matériaux. Et on a fait théoriquement le petit calcul de se dire, si on prend tous les producteurs wallons à l'heure actuelle, avec leur ligne de production actuelle, on répond à 40% de cette demande qui est énorme. Et si maintenant, on décide les industriels, donc évidemment, au lieu d'exporter,
ils ramènent toute la production en Wallonie. Donc ça, c'est un choix aussi politique au niveau de la demande d'utiliser les écomatériaux pour isoler massivement vos habitations. Mais si maintenant, on garde ces outils de production, mais au lieu d'avoir une seule pause, mais d'ouvriers, on en prend 2 ou 3 pauses, donc dans la limite de ce qui est faisable avec les outils de production, eh bien on arriverait à assurer 81% de la demande. Et si, pour la production bois, parce qu'il faut aussi de la structure bois, du bardage extérieur, bardage intérieur, etc. Donc au niveau de la production du bois, si on rapatrie en quelque sorte 20% du bois qui est exporté vers la Chine ou vers d'autres pays, si on rapatrie 20%, eh ben ça suffit aussi pour satisfaire la demande en bardage et en structure pour l'isolation massive qu'il faudrait mettre en place. Donc le secteur est prêt. Il y a les entreprises, il y a vraiment des matériaux, il y a du volume de production. Donc, entre guillemets, il n'y a plus qu'à. Alors, si vous êtes décidé à utiliser des écomatériaux et à vous entretenir avec des experts en éco-construction pour vraiment vous assurer que votre bâtiment soit le plus juste possible, réponde à vos besoins et soit rentable économiquement, n'hésitez pas à venir sur www.ecoconstruction.be, c'est notre site internet qui vous permet surtout d'aller voir différents onglets de formation notamment, mais aussi quels sont les membres, où se situent-ils, voilà, et qu'est-ce qu'ils font. Donc ça c'est très important. On fait de la formation et de l'accompagnement, donc on est là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à venir sur notre site, sur notre stand ici un peu plus loin, on pourra prolonger la discussion. Voilà, je vous remercie. Merci Damien. Alors, merci aux personnes qui ont assisté à cette conférence et puis merci aussi d'avoir fait la conférence jusqu'au bout parce que tout a été enregistré, sera placé sur nos médias sociaux, sur notre chaîne YouTube de Bel Habitat, sur notre site internet et bien sûr diffusé par tous les partenaires qui le souhaitent. On va juste redire un petit mot Damien sur l'éco-village, l'éco-village gaulois qui est juste à côté de nous ici, donc de l'autre côté de ce couloir. Vous en faites partie, vous êtes un de ces intervenants et un de ces participants à cette belle idée de regrouper, je trouve, dans un salon comme ça, tous les acteurs dynamiques de l'éco-construction. Il y en a quand même pas mal, hein. On a un architecte, on a un ingénieur, on a des constructeurs bois, on a des gens qui travaillent avec des matériaux comme la chaux, ou comme... Enfin, voilà, c'est assez riche et je pense que s'il y a des gens parmi vous qui ont besoin ou envie de s'orienter vers ce type de construction, on a déjà une première belle réponse et toute une série d'intervenants sous le même toit et dans le même stand. Donc ça c'est déjà une belle démarche. Bon, c'est le même principe que sur votre site. Vous en êtes une belle vitrine, mais je trouve que d'avoir ceci dans un salon comme Bel Habitat, et on se fait force d'en avoir dans chacun de nos salons, c'est déjà rendre service à nos clients communs, on va dire. Rôle d'information, de mise à disposition de tous les savoir-faire pour les faire savoir. Voilà. On termine comme ça. Merci beaucoup Damien. Merci du temps consacré à cette conférence. Bien sûr, les personnes présentes peuvent venir vers vous ici ou dans le stand pour poser d'éventuelles questions. Merci à vous.